oui, la révolution des soins palliatifs est arrivée en disant, ben non, on ne peut pas empêcher la mort, mais tout ce qui se passe avant d'arriver à la mort, on peut très bien s'en occuper. Et le patient qui est à la fin de sa vie n'est pas un échec de la médecine, parce que la mort est naturelle, donc on n'a pas besoin de l'isoler dans un coin de l'hôpital et de ne plus s'en occuper. Repère avec Louis-André Richard. Docteur Christiane Martel et l'art de la sollicitude intelligente à accompagner la vie jusqu'à son terme. Une question légitime à se poser comme société ayant légalisé l'euthanasie. Est-ce que tous ces concitoyens qui choisissent de plus en plus l'aide médicale à mourir font un choix libre et éclairé? La question se pose. Récemment, une vétérinaire déclarait dans la presse « Au même moment où on considère l'euthanasie d'une personne humaine comme un soin, on banalise l'euthanasie comme si c'était un soin comme un autre. » Au cœur de cette méprise, il semble impérieux de nous arrêter et d'envisager les termes d'un accompagnement respectueux de la personne en fin de vie. Je vous propose d'écouter le point de vue de Dr Christiane Martel. Bonne émission. Alors bonjour Christiane Martel. Bonjour Louis-André. Vous êtes médecin de soins palliatifs depuis déjà un certain temps et c'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode d'un balado qui se veut une occasion d'entrer en conversation avec la population québécoise et j'ai été intrigué par cette pratique bien particulière de la médecine que représentent les soins palliatifs. Alors d'entrée de jeu, je vous dirais, présentez-vous un petit peu. Depuis combien de temps est-ce que vous faites de l'accompagnement palliatif? En fait, moi, je suis médecin de famille depuis 1995 et au début de ma pratique comme médecin de famille, j'ai été un médecin de soins palliatifs, de soins à domicile, en fait. J'ai commencé en faisant que des soins à domicile, mais les soins à domicile incluaient des soins palliatifs. Soins palliatifs que je n'avais pas beaucoup côtoyés dans toute ma formation en médecine. Mais je suis comme littéralement tombée en amour avec le soin palliatif que je connaissais peu. Donc, dès le début de ma pratique, je me suis retrouvée à domicile avec des familles, avec des gens en fin de vie, avec une médecine qui était comme dans mon idéal de la pratique médicale, donc une médecine très humaniste parce que quand on fait des soins à domicile, on arrive chez les gens, donc c'est pas du tout la même chose que faire des soins hospitaliers. Et n'ayant pas eu beaucoup de formation au départ en soins palliatifs, mais je me suis retrouvée en stage dans une maison de soins palliatifs où j'ai appris, je dirais, la grande majorité de la pratique en médecine palliative avec des médecins, des infirmières, des psychologues qui, eux, avaient fait des soins palliatifs avec une expérience plus longue que la mienne. Mais là, vous parlez de soins palliatifs, puis je me rends compte que pour beaucoup de mes contemporains, c'est une expression qui est un petit peu ambiguë. En fait, naïvement, moi, j'ai l'impression que quand on parle de médecine, on parle de curatifs, des soins curatifs pour rétablir la santé. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a fait que dans le vocabulaire, tout simplement, on a cru bon de distinguer le curatif du palliatif? En fait, c'est que le soin palliatif arrive dans un lieu où guérir la maladie n'est plus une option. Donc, on ne va pas chercher à guérir la maladie, mais plutôt à vivre avec et à pallier les symptômes qui sont désagréables pour avoir une bonne qualité de vie. Donc, comme l'objectif change, c'est un peu comme ça, je crois, qu'est apparu le mot palliatif. Donc, on n'a plus le même objectif, en fait. Les soins demeurent les mêmes. On demeure un médecin, une infirmière qui fait des soins au chevet, mais avec un objectif de qualité de vie beaucoup plus important qu'un objectif de quantité de vie et d'éliminer la maladie. C'est ce qui fait la différence, en fait, dans les deux approches. Moi, je pensais naïvement que le mot palliatif était associé au fait que c'est une pratique du soin où, devant l'impossibilité de guérir, l'impossibilité du curatif, on pallie le soin en sachant qu'on est dans des conditions où il y a une annonce du terme de la vie dans un délai plus ou moins long. Est-ce que je me trompe? C'est vrai que
disons que la durée de la vie va être plus courte en soins palliatifs qu'en soins curatifs. Mais plus les années passent et plus la médecine évolue, et plus les gens atteints de maladies chroniques graves vont vivre longtemps avec des maladies. Donc, le mot soins palliatifs, au début de son histoire, était effectivement pour des courtes durées, pour pallier au fait qu'on ne pouvait plus guérir les gens ou avoir le même objectif de soins. C'était pour un court terme. Mais avec les années et les maladies chroniques qui s'installent, en fait, au moins dans le monde moderne, contemporain, les soins palliatifs sont présents beaucoup plus longtemps que seulement pour pallier. Donc, on a le visage, je dirais, des soins palliatifs dans les 30, 40 dernières années. En fait, les soins palliatifs ont presque mon âge. Ils sont presque nés en même temps que je suis née. Ils sont encore bien jeunes, d'après ce que je constate. Ils sont encore bien jeunes, parce que les soins palliatifs, c'est une pratique, effectivement, qui est jeune, qui est arrivée dans un moment où la médecine devenait très technique, très centrée sur la maladie en tant qu'objet, presque. On oubliait l'humain qui était autour de la maladie. Et des médecins se sont posé la question en disant il y a quand même autre chose qu'on peut faire que de seulement soigner la maladie. Donc, ça a autour d'une 50aine d'années, les soins palliatifs. Mais dans les dernières années, on a, je dirais, des soins palliatifs de longue durée, en fait. Donc, on fait beaucoup plus que pallier. On est beaucoup plus dans l'accompagnement et dans le soin, directement des soins à visée de confort et de qualité de vie. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que, dans le fond, la culture palliative, dont vous avez exprimé un peu l'évolution, c'est un peu une révolution dans la manière d'envisager la médecine dans son ensemble? Est-ce que je comprends bien? Bien, en fait, c'est que, historiquement, la médecine combat la maladie, mais on peut voir qu'elle combat la mort aussi. Donc, on veut guérir à tout prix, puis on veut le plus possible durer dans le temps. Donc oui, la révolution des soins palliatifs est arrivée en disant, ben non, on ne peut pas empêcher la mort, mais tout ce qui se passe avant d'arriver à la mort, on peut très bien s'en occuper. Et le patient qui est à la fin de sa vie n'est pas un échec de la médecine, parce que la mort est naturelle, donc on n'a pas besoin de l'isoler dans un coin de l'hôpital et de ne plus s'en occuper. Donc, la vision, oui, du soin palliatif était quelque part révolutionnaire en disant « ce sont des êtres humains à part entière et on va en prendre soin jusqu'à la fin ». Pourquoi j'ai l'impression que dans l'opinion publique, cette conception-là du soin semble très peu connue? On en entend parler parce qu'au Québec, on a légiféré pour mettre en place ce qu'on a appelé l'aide médicale à mourir. Mais je comprends bien que c'est une option, cette option-là, mais ce n'est pas la seule. Et puis que bien avant ça, il y avait les soins palliatifs. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu, peut-être que je me trompe dans mon analyse, mais pourquoi est-ce que c'est si mal connu du grand public, diriez-vous? Bien, en fait, je pense parce que c'est dans un lieu de la vie qu'on ne veut pas beaucoup regarder. Oui. Donc, le soin palliatif qui arrive à la fin de la vie, parce qu'on a beaucoup la perception que le soin palliatif va être présent uniquement à la fin de la vie. Donc, oui, il existe des soins palliatifs de fin de vie. Donc, cette vision-là fait qu'on n'en veut pas des soins palliatifs. On ne veut pas arriver à la fin de notre vie. Et quand un médecin nous soigne dans une visée curative, et qu'il vient nous annoncer qu'il ne peut plus rien faire. Donc, c'est un choc. C'est comme... Et quand on dit « je vais vous transférer à une équipe de soins palliatifs », mais la perception, c'est « bon, ça y est, je vais mourir dans 2 semaines ». Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, en général, les gens n'aiment pas entendre ce mot. Mais le soin palliatif, dans les dernières années, étant donné la longueur des maladies chroniques et la gestion des symptômes de plus en plus complexes, bien, existe le soin palliatif qu'on dit précoce. Et là, les gens le découvrent. Mais les gens le découvrent lorsqu'ils y accèdent. Ouais. Mais dans le sens que quand on a des patients qui arrivent dans notre bureau,
parce que soit une infirmière ou leur médecin spécialiste les a référés à une clinique externe pour gérer leurs symptômes, ils arrivent presque tous un peu déprimés dans le sens de « je suis rendu là, oh non ». Et là, quand on leur explique que non, on est présent aussi de façon précoce et ce qu'on vise, c'est que toute la durée de votre vie qui reste, que vous soyez le plus confortable possible. Et à chaque rencontre, à chaque première rencontre que je vais faire avec un patient, ses proches, en soins palliatifs précoces, tous quittent presque les yeux mouillés en disant « je comprends pas que je ne suis pas arrivée ici avant ». Parce qu'ils comprennent le rôle qu'on a. Ce qui est difficile, c'est de bien expliquer quand tu ne fais pas partie de la culture palliative, quand tu es dans le monde curatif, de bien expliquer ce qu'est le soin palliatif. Je pense que le soin curatif et le soin palliatif restent deux grandes solitudes, malheureusement. Tout doucement, ça se rapproche, mais c'est quand même quelque chose qui... Diriez-vous qu'une partie de vos collègues, des médecins de différentes spécialités, dans le fond, plusieurs d'entre eux ne comprennent pas vraiment l'essence du soin palliatif? Ils demeurent dans une pensée de soins palliatifs de fin de vie. De fin de vie, voilà. C'est ce qui est un peu dommage parce que on peut tellement œuvrer avant, de façon plus tôt, et améliorer la qualité de vie. Et c'est à force de faire des formations, de nommer les choses, mais en même temps, c'est profondément humain que de ne pas vouloir enlever l'espoir aux gens. Et le mot « soins palliatifs » est perçu comme retirer l'espoir. Donc, la communauté des soins palliatifs, tout doucement, on change le vocabulaire en parlant de clinique de gestion de symptômes, en parlant de soins de confort, parce que le mot « soins palliatifs », on ne peut pas retirer la charge affective, émotive de associé à la mort, à la fin de vie. Ce mot-là est chargé. Oui, mais là, je vais me faire l'avocat du diable. Hein? Oui. Malgré tout cela, évidemment, vous avez l'expérience de l'intérieur, mais pour le citoyen de l'extérieur dont je suis, j'aurais tendance à dire, je peux comprendre qu'on voit les choses se développer avec des soins précoces, mais il va bien toujours falloir qu'on arrive à un moment donné à la fin de la vie, et puis il va toujours falloir que quelqu'un s'occupe de la fin de ma vie. Donc, je vois mal comment on peut dissocier cette étape ultime qui est la fin de vie, puis comment on peut s'épargner du fait qu'il y aura toujours une dimension de ce qu'on appelle le soin palliatif qui est quand même dévolue au dernier moment de la vie. Je ne sais pas comment vous réagissez à ces propos, là, mais j'aimerais ça vous entendre. Je le dis autrement, on voit une évolution du soin palliatif pour travailler en amont. Je pense que c'est une excellente chose. Mais en même temps, on ne pourra pas, puis je ne pense même pas sûr que c'est une bonne idée, de dire que les palliativistes sont des gens de la partie ultime de l'existence. Il n'y a pas quelque chose d'essentiel, là, non? Bien, on demeure présent jusqu'à la fin de la vie. La différence, c'est que quand les gens arrivent dans nos services un peu plus tôt, tout à coup, ils ont moins peur des soins palliatifs parce qu'ils cheminent avec nous jusqu'à la fin de la vie. Et le médecin de soins palliatifs va rarement, très rarement, arriver à un seuil et dire à son patient « Je ne peux plus rien faire pour vous, je vous transfère ». On est le dernier lieu de soins, les derniers consultants. Donc, on est là quand même jusqu'à la fin de la vie. Mais la perception des gens de l'extérieur, le mot « soins palliatifs » demeure « Oh non, je vais mourir bientôt ». J'en rajoute dans mon esprit d'avocat du diable. Comment peut-on échapper à cette perception si on part du principe que nous sommes tous mortels mais ce que j'entends qui me séduit, en tout cas si j'ai bien compris, c'est de dire les soins palliatifs précoces, c'est comme déjà une manière d'apprivoiser notre condition mortelle
longtemps d'avance, ce qui est une bonne chose pour tous les êtres humains. Dites-moi, Christiane Martel, vous qui avez cette expérience du terrain, qu'est-ce que ça a changé à votre vie, à votre existence, d'être confronté fréquemment à la fin de vie? Parce que j'imagine que quand on travaille comme vous en soins palliatifs, dans la vraie vie très concrète, on accompagne des gens qui meurent à grande fréquence. Chaque semaine, il en meurt d'autres. Vous liez des liens humains très profonds à cause des circonstances, à cause du contact avec la vulnérabilité des gens que vous accompagnez. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre existence à vous? Ben, en fait, ce que ça change, c'est, je dirais, d'être plus conscient et plus présent à la vie. Mm-hmm. Parce que d'être tout près de l'échéance de la vie, ça nous fait voir toute son importance. Et quand on a la chance de côtoyer ce lieu à 30 ans, 32 ans, 35 ans, c'est très difficile d'oublier que nous-mêmes, on est mortels. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où on est conscient d'être mortel, la façon de vivre sa vie n'est pas la même. Pour moi, personnellement, j'ai souvent dit à des patients, c'est un cadeau pour moi d'être au chevet de gens qui sont à la fin de leur vie et qui souvent vont me témoigner de choses qu'ils ont apprises, de choses qu'ils ont acquises dans leur vie. Donc, tu sais, je vais toujours me rappeler d'un patient en début de pratique qui était arrivé à la maison de soins palliatifs 3 jours après avoir pris sa retraite et qui avait vraiment planifié sa retraite. Tout ce qu'il avait planifié était extraordinaire. Et quelques jours qui ont suivi l'arrivée de sa retraite, son cancer est tombé en récidive. Et il me dit, « Toi, ma petite, attends jamais ta retraite pour réaliser tes rêves. Ne fais jamais ça. » Mais quand tu entends ça à 30 ans, 32 ans, tu dis, « OK. » Et là, tu le vois, tu es témoin de quelqu'un qui a travaillé, reporté ce qui est important pour lui à plus tard, et le plus tard n'arrive pas. C'est pas possible que ça n'influence pas notre vie personnelle. L'autre chose, c'est l'intensité des rencontres. J'ai toujours perçu comme étant extrêmement privilégiée d'être à ce lieu d'intensité, parce que c'est un peu plus rare de parler de la pluie et du beau temps quand tu es dans ton dernier mois de vie. Oui, ça arrive, vraiment, quand même, parce que la vie est ce qu'elle est, mais on a des opportunités de rencontre, et là, ce n'est plus le médecin qui rencontre le patient, c'est une rencontre humaine, vraiment. Et cette intensité-là, je vous dirais, on en devient presque accro, parce que c'est quand même rare dans la vie, tous les jours, d'arriver à des rencontres intimes, profondes, dans des espaces de vulnérabilité, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de vie, beaucoup de reconnaissance humaine. Des gens souvent nous témoignent comment tu fais pour travailler à ce lieu, justement, où il y a des gens qui meurent si souvent. Et pour moi, la question ne se pose pas. Jamais un matin, je me dis comment je vais faire ma journée, comment je vais accompagner, parce qu'il y a beaucoup plus de beauté que l'inverse. Oui, bien c'est quand même très paradoxal, non? Je vous écoute, puis je me dis, mais il me semble que dans la mentalité de la femme et de l'homme ordinaire, si je peux parler ainsi, du citoyen lambda, voici des gens comme vous qui côtoyez la mort à chaque jour. Et on a un peu le réflexe de dire, mais ça devrait se traduire par une dépression profonde après quelques semaines, non? Je le dis en souriant parce que j'ai une certaine expérience d'accompagner des accompagnants, et puis c'est une chose dont vous témoignez qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une plus-value du goût de vivre qui vient du fait qu'on est en constante fréquentation de la vulnérabilité. Je me trompe? Pas du tout. Bien, en fait, c'est que les gens qu'on accompagne sont en vie, sont pleinement en vie. Et la mort, en fait, le dernier souffle de la mort, c'est très court. Et le temps où on n'est plus en lien avec les gens est aussi très court.
parce que c'est sûr que moi, je fais surtout de l'oncologie, donc des fins de vie de cancer. Donc, les gens sont présents, sont avec nous, des conversations. Tu sais, on pense qu'arriver dans une maison de soins palliatifs à la fin de sa vie, bien, on se couche dans un lit, on dort et 2 jours après, c'est terminé. Alors que non, les gens sont vivants. Et c'est ça que souvent, je pense, monsieur, madame, tout le monde regarde de l'extérieur et se dit « Ah, mon Dieu, pauvres eux, ils travaillent avec des mourants. » Mais j'ai jamais travaillé avec des mourants. J'ai toujours travaillé avec des vivants parce que la mort arrive, oui, elle arrive. Je vois l'échéance, je constate l'échéance, mais tout le temps que je suis avec les gens que je soigne et que j'accompagne, ils sont pleinement vivants. Oui, à vous entendre, on a l'impression que socialement, on s'est comme livré une espèce de contrefaçon de la vie en pensant qu'on arrête de vivre avant le dernier souffle. Finalement, vous nous dites on est vivant jusqu'à la dernière seconde, puis la relation que vous avez avec les patients, c'est une relation entre vivants. Il me semble que ça bouscule un peu notre représentation de la fin de vie. Et moi, j'ai la grande chance de travailler en maison de soins palliatifs. Donc, c'est certain que le milieu d'une maison de soins palliatifs, c'est un milieu de vie, beaucoup plus qu'un milieu de soins. Donc, j'aurais peut-être pas du tout les mêmes perceptions si j'étais 100% de mon temps dans un hôpital aigu, par exemple. Mais la maison de soins palliatifs, où les gens habitent plusieurs semaines, où leur famille est présente, où l'été, ils vont sortir dehors, même avec leur lit. La musicothérapeute va jouer du piano dans leur chambre. Donc, c'est sûr que le vivant est vraiment bien nourri. Donc, au stade où on est de la maladie, il n'y a plus beaucoup d'énergie qui est mise à se concentrer sur la maladie. On se concentre sur les symptômes de la maladie pour que le corps soit le plus tranquille possible. Qu'on soit confortable. Exact, voilà. Pour vivre ce qu'on a à vivre. Dans une maison de soins palliatifs, on vit des baptêmes, on vit des mariages, on vit des anniversaires de mariage, on vit des choses de la vie parce que pour les gens, c'est important de continuer à vivre. Et ce milieu-là est un concentré d'êtres humains qui nourrissent la vie. C'est ce qui est étonnant. C'est des maisons de fin de vie, mais c'est un concentré de gens qui vont vraiment nourrir la vie tant qu'elle est là. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. J'ai rencontré une infirmière à Paris récemment qui avait cette formule qui m'a frappé. Elle disait le trésor des soins palliatifs, c'est la promesse d'être avec toi jusqu'à la toute fin. Je trouvais la formule inspirante. Comment vous réagissez au fait que beaucoup d'États, dont le Québec, ont décidé d'instaurer une loi qui permet l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie, c'est-à-dire une procédure par laquelle on interrompt le cycle normal de la vie jusqu'à la toute fin. Alors, c'est comme ça, voilà. Mais comment vous voyez l'impact que ça peut avoir sur la pratique de l'accompagnement que vous décrivez si bien depuis tout à l'heure? Bien, en fait, c'est le même accompagnement. Je dirais la seule grande différence que moi j'ai observée, c'est qu'on a plus souvent des gens qui veulent mettre un terme à leur vie, je vais peser mes mots, par anticipation de souffrir ou de devenir un fardeau, ou de 1000 inquiétudes. Donc, ce qu'on ne voyait pas avant. Oui, on a les gens qui arrivent dans une condition de douleur difficile à contrôler ou de souffrance existentielle. Ça, c'est une catégorie de personnes qui sont dans une situation de souffrance et qui font le choix
de ne pas poursuivre leur vie. Ça, c'est une catégorie. Mais ce que je vois beaucoup, et de plus en plus, c'est des gens qui anticipent et qui presque cessent leur vie. Mettre leur vie en suspens. Mettre leur vie en suspens ou souhaitent l'interrompre en cas qu'il leur arrive quelque chose. Mm-hmm. Donc, moi, c'est surtout ça qui me préoccupe et qui m'inquiète parce que d'arriver à un terme de sa vie où la médecine ne peut plus rien, où il nous reste quelques semaines à vivre, quelques jours, c'est une chose. Mais de quitter sa vie 1 an et demi, 8 mois d'avance, moi, ça me préoccupe parce que j'ai tellement vu de belles histoires de gens qui ont été dans des passages comme ça, de découragement ou d'inquiétude ou d'anticipation, et qu'on accompagne et qu'on continue de tenir la main, d'ajuster la médication, et qui tout à coup traversent ce pont d'inquiétude et qui vivent de belles choses. Tu sais, quand un patient nous dit « Je vous remercie de m'avoir remis en doute de mes certitudes », quelqu'un qui nous arrive et qui nous demande l'aide médicale à mourir, par exemple, et de juste ouvrir une conversation. J'ai jamais eu comme objectif de convaincre qui que ce soit de sa vie, là, ce qu'il a décidé pour sa vie. Je pense que c'est absolument pas notre rôle, mais de dialoguer avec quelqu'un qui me demande comment je fais pour raccourcir ma vie, comment je fais pour... On va répondre à ces questions, mais le dialogue honnête et authentique qui amène à des réflexions, tout simplement, et d'entrer dans ces réflexions-là et d'avoir des gens qui nous disent 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, bien, je vous remercie de m'avoir remis en doute parce que ça m'a permis de... Donc, cet aspect-là de la médecine palliative a changé parce que, n'ayant pas l'option d'interrompre sa vie de façon précoce, on n'avait pas ces conversations-là. On pouvait entendre parfois le désir mais les gens n'entraient pas dans des actions en disant « Bon, mais là, je voudrais que ce soit tel jour, telle date, telle heure. » Donc, c'est pas la même conversation à ce lieu-là. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disaient, avant l'instauration de la loi, au Québec, vous savez, la loi, c'était au point de départ pour satisfaire, soi-disant, quelques exceptions. Ça a été le cas en 2015. Il y a eu 6 cas de demande d'aide médicale à mourir. Et puis là, à la fin de notre année 2022, on était rendu à 7 %, près de 4 000. Donc, il y a une expansion qui va dans le sens, je pense, si j'entends bien de ce que vous dites, c'est-à-dire un droit citoyen que l'on souhaite exprimer et qui peut avoir cet effet pervers de nous priver peut-être d'une fin de vie qui serait au dénouement fort différent. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disaient « Oui, mais tu sais, au Québec, avant la loi, on mourait mal ». Mais je pense que c'est très, très relatif, malheureusement, aux lieux au Québec. Autant aux lieux qu'on habite qu'au type d'hébergement qu'on habite. Par exemple, si on pense aux soins à domicile au Québec, on n'est pas le lieu où c'est le plus développé et on n'est pas le lieu où on est capable de desservir toute notre population qui veut rester à domicile. Si on pense à une maison de soins palliatifs en comparaison avec un centre de soins de longue durée, c'est certain que la qualité des soins n'est pas la même. Donc, est-ce qu'on meurt mal au Québec? Je dirais ça dépend. Et c'est ça qui est malheureux. C'est cette réponse-là qui est malheureuse. Donc, à plusieurs endroits, on meurt très bien. À d'autres, je pense qu'il y a une réalité que la qualité des soins, la présence, la disponibilité des ressources est très restreinte. Donc, que ce soit avant ou après la loi, je pense qu'on est dans le même défi en 2023 qu'on était en 2015. Il y a heureusement de plus en plus de soignants qui sont sensibilisés parce que l'arrivée de l'aide médicale à mourir a permis que des soignants qui étaient plus loin de la fin de la vie se retrouvent tout près de la fin de la vie parce que
ils ont des demandes d'aide médicale à mourir. Ce n'est pas que les médecins de soins palliatifs qui répondent aux demandes d'aide médicale à mourir. Donc, c'est une nouvelle réalité. Ouais. Donc, le médecin spécialiste ou le médecin de famille qui n'était pas du tout en soins palliatifs et qui se fait demander des informations sur l'aide médicale à mourir ou directement, je veux faire une demande, n'avait pas le choix d'un peu mieux s'informer et de mieux comprendre cette étape-là de la vie. Donc, ça a changé, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de place à l'amélioration pour être capable d'offrir à chaque citoyen qui arrive sur le chemin de la fin de sa vie, qui peut durer des mois, qui peut durer en termes d'années, de se sentir en sécurité, accompagné et bien suivi. Et c'est ce qui est triste quand on voit des gens, surtout quand moi je fais des soins palliatifs précoces, de voir arriver des gens qui sont un peu perdus dans le parcours de la maladie parce que le soin actif et curatif est cessé. Et ils ont eu un espace sans suivi ou avec peu de suivi. Et là, ils arrivent dans les soins palliatifs. Et là, juste la sécurité et l'accompagnement qu'on donne change complètement leur perception du quotidien. Ouais, ça me frappe ce que vous dites parce qu'il me semble que développer cette expertise, je n'aime pas vraiment le mot, mais enfin, ce type d'accompagnement, il me semble que c'est un assez long apprentissage, non? Oui, il y a des connaissances, il y a des compétences, mais en fait, c'est de peut-être faire un petit pas de recul et de retourner dans l'humain qu'on est, parce que je pense que tous les humains sont capables d'accompagner quelqu'un dans la souffrance, dans la peine, dans la détresse, si on se réinstalle dans notre posture d'humain. Ouais. Je vais vous interrompre tout de suite là, parce que je vais me présenter comme un humain ordinaire, moi. C'est très juste ce que vous dites. Cependant, l'occasion d'accompagner quelqu'un en fin de vie, si je pense à ma propre expérience, c'est peu de gens. Et c'est vrai qu'il faut apprendre beaucoup de choses sur le tas. Un peu comme être parent, il n'y a pas de manuel. Mais l'accompagnement de la fin de vie, c'était un peu l'intention de ma question d'origine. C'est qu'il me semble que la différence qu'il y a entre une Christiane Martel qui est au service de la vulnérabilité depuis tant d'années et celle d'un Louis-André qui a accompagné son papa et son beau-père, puis quelques autres personnes, pas plus, c'est qu'une différence vient du fait que cet humain en nous, qui a toutes les ressources d'accompagnement, là-dessus, je vous suis, il n'y a quand même pas l'occasion de mettre ça en pratique sur une base régulière. J'ai l'impression, c'est un peu l'orientation de ma question, j'ai l'impression que pour développer ce que vous témoignez posséder, ça prend quand même un certain temps de fréquentation de la vulnérabilité à plusieurs jours, plusieurs semaines, voire quelques années. Et je m'en vais vers cette constatation que ce que vous décrivez comme étant un avenir du soin qui est hautement souhaitable, finalement, préparer les ressources à ça, même si on a plein de médecins qui deviennent plus sensibles, est-ce qu'on a les ressources, le temps, le cadre pour permettre que ça se développe vraiment? Je ne sais pas si ma question est claire, mais j'aimerais bien vous entendre. Bien, c'est toute la question d'apprivoiser ce temps-là. Parce que les qualités, moi, je regarde à 17 ans, j'ai accompagné ma grand-mère en fin de vie. Vous avez accompagné votre père. Bon, les qualités humaines que j'avais à 17 ans pour accompagner ma grand-mère, bien, c'est les mêmes que je me sers pour accompagner mes patients maintenant, même si ça fait plus de 25 ans que je pratique la médecine. La différence, c'est le niveau de confiance. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que je suis là à côté d'un patient et de sa femme pour dire « c'est parfait ce que vous faites. C'est ça, c'est correct. » Et les gens de soins palliatifs vont souvent être présents en support. Le médecin a une responsabilité différente dans le sens où il a la responsabilité du corps pour que les symptômes physiques soient calmes, apaisés, pour que la vie puisse être possible. Ça, c'est des compétences que je n'avais pas à 17 ans. Ouais. Donc, cette compétence-là, elle s'acquiert, effectivement,
pour que je sois une meilleure médecin, pour calmer le corps, soigner les symptômes, pour que la vie puisse suivre son cours. Mais les compétences humaines, je les ai développées, je les ai améliorées, j'ai observé des gens avec leur attitude, leur regard, les belles perles, les belles phrases qu'on entend de certaines personnes. Oui, j'ai appris d'eux, mais au fond, quand j'accompagne un patient qui est à la fin de sa vie, que je m'assois au bord de son lit, que je suis à la maison de soins palliatifs, je suis tout près de la bulle où j'étais avec ma grand-mère à 17 ans. Ah là, je vous entends très bien. Vous allez vous faire plein d'ennemis, Christiane Martel, parce que finalement, je vous écoute, puis j'entends quelqu'un qui me dit, finalement, je suis la pharmacienne de service là-dedans. Dans l'équipe d'accompagnants, mon statut se limite à ça, non? Hein? Non, c'est qu'on fait les deux, c'est qu'on marie les deux. Et c'est peut-être la grande différence du médecin qui va arriver avec des recettes ou des médicaments ou des soins et qui va être un peu moins engagé ou impliqué au niveau affectif, peut-être qu'on peut dire ça comme ça, mais c'est très bien que l'urgentologue et le chirurgien soient moins impliqués. C'est parfait, c'est pas la nature de leur travail. Ça, ils sont dans l'urgence. Et ils sont dans l'urgence et ont un tout autre rôle. La médecine palliative et les collègues que je côtoie qui sont en médecine palliative ont développé cet aspect humaniste parce qu'on est dans un lieu où les émotions, la vulnérabilité, l'intimité est inévitable. C'est inévitable je ne peux pas arriver et prescrire et partir si la conjointe est assise en larmes. Donc, on est tenu, je pense, et c'est une responsabilité de cette pratique-là, d'être à l'écoute des aspects affectifs, émotifs, psychologiques et physiques, spirituels. Je ne suis pas celle qui va s'occuper de tout, mais je peux être attentive, sensible et référer à la bonne personne. Ne pas laisser en suspens des symptômes, peu importe de quel ordre, qui ne sont pas adressés. C'est ça qu'on développe beaucoup avec le temps. Mais heureusement qu'on n'est pas juste des prescripteurs. Mais c'est intéressant le point de vue que vous apportez. À vous entendre, il me semble qu'il y a une autre révolution là-dedans, c'est que d'abord, l'accompagnement palliatif tel que vous le décrivez, c'est un travail d'équipe. J'ai fait ma petite blague là, sur la pharmacienne de service, mais dans le fond, ce que je comprends bien, c'est que tous les accompagnants, peu importe leur statut, concourent à la même œuvre, si je peux parler ainsi. S'il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire là-dedans, non? Dans un travail qui intègre les compétences multiples des gens qui sont sur place, incluant, je dirais, même le patient, sa famille et l'entourage. Complètement. Et c'est la beauté des soins palliatifs, c'est la force de la multidisciplinarité et même de l'interdisciplinarité, parce que pour avoir fait des soins à domicile pendant nombreuses années, ce qui était extraordinaire, c'était de voir la travailleuse sociale savoir comment s'occuper d'une douleur, de voir l'infirmière faire une petite intervention psychosociale, de moi comme médecin parfois servir de préposé à domicile parce que le patient a besoin de ce service-là. Donc, l'interdisciplinarité, c'est que finalement, le patient connaît notre rôle, mais il constate qu'on peut aussi avoir d'autres rôles. Mm-hmm. Donc, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand je faisais une visite à domicile et que, en quittant le domicile, le patient me disait « Oubliez pas de dire au médecin ce que je vous ai dit. » Il avait oublié que j'étais le médecin et il pensait peut-être que j'étais l'infirmière ou le travailleur social parce que à cette rencontre-là, on avait eu peut-être peu d'interventions médicales. Donc, oui, c'est une discipline où il y a beaucoup d'interdisciplinarité et c'est pour moi indispensable parce que la complexité d'un humain qui arrive à la fin de sa vie dans son système, avec sa famille, avec son histoire, avec ses blessures, avec son corps qui est malade, personnellement, comme médecin, seul devant cette montagne, je serais vraiment découragée. Je comprends. Mais rendu au point de notre conversation, là, je vais me faire encore une fois l'empêcheur de tourner en rond. Je me dis, là, j'écoute
docteur Martel, puis je me dis, elle vit dans un monde de licorne, cette femme. C'est-à-dire que ce que vous me décrivez là, tel que je le vois au moment où on est rendu là, je me dis, oui, c'est fantastique, mais ça concerne 14 personnes au Québec, parce que imaginez les ressources que ça demande. Vous parliez des lieux tout à l'heure. Bon, écoute, c'est très élitiste finalement. Ça ne sera pas possible. Comment vous voyez très concrètement l'avenir de ce type de soins que quand on le décrit comme vous le décrivez, on veut ça pour tout le monde? Il me semble que les restrictions des budgets en santé et tout, ça met tellement de bâtons dans les roues. Comment vous envisagez ça? C'est pour ça que je pense que les soins à domicile sont si importants. Parce que lorsqu'on arrive à la fin de notre vie, qu'on est plus malade, plus diminué physiquement, le souhait des gens, c'est de rester à leur domicile. Les soins à domicile sont moins coûteux et demandent un peu moins de ressources, nécessairement, parce que les familles participent un peu plus. Bon, l'enjeu au Québec est énorme parce que les familles sont petites. Donc, c'est pour ça que le réseau des bénévoles en soins palliatifs est très, très développé et important, parce que c'est sûr que dans mon espoir le plus grand, c'est que ce soit une communauté qui s'occupe de cette étape-là de la vie. Parce que non, le système de santé ne peut pas, absolument pas arriver à s'occuper de toutes les situations de fin de vie ou de maladies chroniques avancées. Donc, c'est de trouver un équilibre entre le réseau de la santé, entre la communauté, entre les familles, de voir comment on peut relier toutes ces bonnes personnes pour offrir des soins de qualité. Là, on parle de communautés compatissantes, on parle de réseaux sociaux qui ne sont pas nécessairement la famille proche, mais c'est un lieu où je crois qu'avec de la volonté et de l'organisation, même une amélioration de 25% de cette qualité-là de présence, c'est énorme. Ce serait énorme. Ce serait énorme parce que oui, vous avez 100% raison. Le milieu des maisons de soins palliatifs est un tout petit milieu, un tout petit nombre de gens qui vont y avoir accès, c'est certain. Et vous parlez de communauté compatissante, j'aime bien l'expression. Est-ce que je comprends bien que la pire mort, d'une certaine façon, c'est de mourir seul? Est-ce que c'est un des ingrédients du trésor des soins palliatifs, cette idée qu'il y a un antidote à la solitude? Bien, en fait, c'est de sentir quelqu'un nous entend, nous écoute, nous soutient dans un espace de grande vulnérabilité. Parce que la solitude, c'est une chose, mais la solitude au moment où on est vulnérable, c'est autre chose. Donc, pour avoir fait des soins à domicile d'ermites, des gens qui sont seuls à la maison et qui sont très bien à la maison et qui veulent y rester et veulent rester seuls, là où je voyais changer le désir de solitude ou le bien-être dans la solitude, c'est là où ça glisse dans la vulnérabilité. Et j'ai fait des soins de fin de vie à des gens seuls à domicile qui nous demandaient, tout ce que j'ai besoin, c'est que quelqu'un frappe à ma porte le matin, voit si je me suis réveillée et que quelqu'un vienne à la fin de la journée pour voir si j'ai traversé ma journée. La sécurité dont ils avaient besoin, c'était ce minimum-là, et ne pas l'avoir ajoutait de la souffrance à la maladie. Donc oui, la solitude, quand tu es vulnérable et seul, et c'est ça que, quand je parle de communauté, ben c'est ça la différence, c'est qu'une voisine qui cogne à la porte et qui dit que tout va bien ce matin et qui retourne chez elle, ça peut être suffisant parfois pour un accompagnement de qualité pour la personne qui a été seule toute sa vie. Elle n'a pas besoin de 4 intervenants. Ils sont envahis, ces gens-là, par trop de soins. Donc, c'est d'individualiser le besoin de soutien, le besoin de sécurité, le besoin de présence que les gens ont besoin. C'est ça, il s'agit d'adapter le soin aux circonstances, mais si je décode bien ce que j'entends, il y a dans cette communauté qui existe déjà, collaborative et puis bienveillante, il y a comme une manière d'aider la société en général à refaire un peu la qualité de ses liens humains.
il y a, je pense, une mission, ou enfin une représentation dans les milieux d'accompagnement palliatif qui nous donne l'occasion de réfléchir pour le moins à la solidarité citoyenne, à un paquet de choses. J'entends ça et je comprends aussi que, dans le fond, vous n'êtes pas pessimiste, vous espérez qu'il y aura vraiment des voies qui vont s'ouvrir pour favoriser l'expansion ou la métamorphose ou la refonte d'un accompagnement, parce que je comprends qu'en milieu hospitalier, puis les demandes sont de plus en plus grandes, la population est vieillissante, c'est pas de bon augure si on regarde ça seulement de cet angle-là, non? Si on voit comme solution une prise en charge de la maladie chronique et de la fin de vie dans les hôpitaux et le système de santé, je pense qu'on se dirige directement dans un mur. Parce qu'effectivement, les ressources de soignants ou les ressources de soins sont insuffisantes pour répondre à cette demande. Mais développer le soin chez les gens, déjà, on pourrait vraiment améliorer ce sentiment d'être pris en charge et d'être en sécurité dans son espace de vie, même si on est très malade et vulnérable. Donc oui, je suis une optimiste parce que je pense que pour travailler dans ce lieu de maladies graves et de maladies chroniques et de voir tous les jours que j'arriverai aussi un jour à la fin de ma vie, on doit avoir, je pense, une petite fibre d'optimisme en soi. Oui, c'est vrai. Et puis peut-être que c'est une réponse d'une certaine façon obligée. Est-ce qu'on disait au début, la fréquentation quotidienne de la finitude, ben, en quelque part, je présume, à travers votre expérience, qu'en quelque part, il y a plus de dénouement heureux que le contraire. Ça nous éduque, ça, non? C'est sûr qu'il y a plus de dénouement heureux parce que je ne pourrais pas survivre à 25 ans de soins palliatifs avec des dénouements malheureux au quotidien. Donc, c'est certain que dans la balance, je vis personnellement, et je le vois avec mes collègues de travail, on vit au quotidien beaucoup plus de moments agréables, pas nécessairement heureux et joyeux, mais des moments agréables, réconfortants, signifiants, dans la balance, beaucoup plus important que l'inverse, certainement. Sinon, ce serait la dépression dont on parlait tout à l'heure. Il me semble que ça va avec. Ce n'est pas la majorité des gens qui arrivent à la fin de leur vie avec une maladie grave et qui sont dans un désespoir profond. J'ai vu presque à chaque semaine des gens qui arrivent à la maison de soins palliatifs et qui sont reconnaissants et heureux d'arriver là. Ils sont comme dans ce moment-là de leur vie et pour eux, ça va. Mais j'ai aussi vu des mamans de 32 ans arriver complètement désespérées et découragées. Mais ce désespoir-là et ce découragement-là, quand il est accompagné, bien, il va y avoir des moments de désespoir et de découragement, mais il pourra y avoir 2 heures après un moment joyeux. Oui, c'est comme la vie en général. C'est comme la vie. Donc, j'ai toujours été étonnée de voir se côtoyer, parfois dans la même heure, un désespoir profond et un fou rire. Et on est témoin de ça. C'est la réalité de ce qu'on voit très souvent. Comment vous appréhendez le fait que dans le désir d'expansion de la loi sur l'aide médicale à mourir, on ouvre à toutes sortes de situations, dont pour les gens qui sont affectés de maladies mentales? En vous écoutant précisément dans ce que vous venez de dire, il me semble qu'il y a un risque énorme, là, non? Que quelqu'un qui est fragile décide de partir rapidement, alors que peut-être, effectivement, il y aurait eu un fou rire 2 heures après, puis voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un état de vulnérabilité encore plus vulnérable quand on est affecté de maladies comme celle-là? En fait, la grande question qu'il faut se poser, c'est comment, comme société, comme communauté, on s'occupe de la vulnérabilité. Voilà. Est-ce qu'on offre la mort à tous ceux qui demandent à mourir parce qu'ils sont dans un moment extrêmement difficile de leur vie? Pour moi, c'est une énorme question. Et le chapitre de la santé mentale, pour avoir été un médecin de famille aussi en clinique pendant plusieurs années, on n'est pas champion pour s'occuper de la santé mentale. Donc, notre système de santé prend très mal en charge la maladie mentale. Donc, est-ce qu'on va
répondre à ça en offrant la mort, c'est une grande question pour moi. C'est une énorme question parce que la souffrance, les épreuves, les découragements, je ne connais pas un humain qui est jamais passé au travers de ça. Et la maladie mentale chronique sur des années amène ces gens-là dans des grands moments de désespoir et dans des espaces où, s'ils sont seuls, c'est vraiment un lieu extrêmement souffrant. Donc, c'est très anxiogène. Comment on accompagne ce temps-là? Et en ce moment, c'est inquiétant parce qu'on n'est pas arrivé dans un système qui s'occupe bien de ces gens-là. C'est un peu la même chose avec les gens qui ont des handicaps lourds. Mm-hmm. Tu sais, moi, quand j'entends quelqu'un qui a un handicap lourd dit je vais vraiment aller vers l'aide médicale à mourir parce que je suis plus capable d'avoir des soins qui me conviennent, des soins qui me gardent dans une vie agréable. Ces gens-là sont extrêmement dépendants et vulnérables. Mm-hmm. Donc, dans cet espace-là, de dire je suis tellement dépendant d'un réseau que je n'ai plus, je vais choisir de mourir, c'est très confrontant. En tout cas, moi, ça me confronte énormément parce que je me dis comme groupe, comme communauté, c'est comme envoyer un message que vous êtes mieux de mourir parce qu'on n'est pas capable de bien organiser ce que vous avez besoin. Donc, et je jette pas la pierre à personne parce que c'est extrêmement complexe à gérer, mais c'est préoccupant. C'est extrêmement préoccupant. Le philosophe grec Aristote disait qu'on était naturellement des animaux politiques, zoon politikon, mais ça implique que nous sommes des êtres d'interdépendance. Et il y a peut-être une leçon à tirer de ça aussi, c'est-à-dire que le citoyen qui est en pleine possession de ses moyens a tendance facilement de se voir dans une espèce d'autosuffisance qui est tout à fait correcte en un sens, mais en même temps qui masque, qui cache qu'on a tous besoin les uns des autres. Et puis il y a des situations précises qui nous le révèlent. Alors, effectivement, c'est peut-être aussi une autre question assez fondamentale. C'est presque déjà terminé tranquillement. Je vais vous amener ailleurs parce que je le fais à chaque fois que je reçois des invités à ce balado. Je vais vous poser 3 questions. C'est ce qu'on appelle le test, les questions d'un philosophe américain qui s'appelait, il est décédé maintenant, Alan Bloom, qui a enseigné à Chicago. Et à chaque fois qu'il commençait sa session avec ses étudiants, il leur posait 3 questions, à la fois pour les connaître, puis à la fois aussi pour leur donner l'occasion de se situer. Je dirais par rapport à ce qu'allait être par la suite l'enseignement de la philosophie. 3 questions assez simples. Je commence par la première. Christiane Martel, si vous vous retrouviez sur une île déserte et jusqu'à la fin de vos jours, vous serez seul et vous n'aurez comme moyen d'échapper à la solitude d'apporter avec vous un livre. Et on s'entend bien, si vous apportez le Journal de Montréal, la lecture va être un petit peu limitée. Mais est-ce que vous êtes capable d'identifier un livre qui serait pour vous le livre qui vous apparaît le plus important de toute votre vie, celui avec lequel vous pourriez lire et relire en sachant que vous n'aurez pas autre chose pour échapper à la solitude? Eh bien, moi, ce serait un roman de Frédéric Lenoir. Je crois que c'est La Bella Luna, je ne me souviens plus. Mais c'est la traversée d'un homme qui vit une vie avec 1000 expériences. Mm-hmm. Il passe de l'état d'esclave à l'état de sculpteur, à l'état de... Donc, il traverse une vie extraordinaire d'expériences. Et c'est un livre que j'ai déjà lu 3 fois et je le relirai. C'est très bien. Je le relirai encore parce que c'est profondément humain et encourageant. Mm-hmm. Parce que Frédéric Lenoir est un philosophe. Oui. Et je ne connais pas cette œuvre, mais vous parlez bien d'un roman. Là. Oui, il a écrit beaucoup d'essais, mais c'est vraiment un de ces romans là, dont j'ai oublié le titre exact. Là, mais, Et à partir de ce que vous dites, qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? C'est de dire qu'on a une existence où on multiplie les possibilités? Exact. Et où rien n'est figé. Donc, je pense que l'être humain peut être très créatif et probablement que c'est cette présence-là
à la fin de la vie, où j'ai vu vraiment Favorise. des métamorphoses de situations, où ce livre-là m'a toujours beaucoup parlé parce qu'on le voit à travers une traversée humaine extraordinaire. Très bien, ah oui, ça dit des choses, ça, c'est bien. Alors, très bien, c'est noté pour ça. Autre question, le cinéma, c'est un véhicule de culture extraordinaire. Si vous aviez même exercice à conseiller le visionnement d'un film, et un seul film, que vous suggériez à quelqu'un qui n'en verra jamais d'autres, quel est ce film et pourquoi? Ben moi, c'est Les oiseaux migrateurs, qui sont un film où un homme accompagne les bernaches dans le ciel avec sa petite... son ultra-léger. Son ultra-léger, là, vraiment... parce que je trouve que c'est un film qui porte à rêver quand même beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la musique, je suis très mélomane, et ce film-là, je trouve qu'il y a d'extraordinaire musique. C'est un film français, je crois, à l'origine, non? Je pense que il y a 2-3 ans, oui. Ouais, il y a plus... Ben, il a été repris, là, il a été, je pense, refait à l'américaine, là, mais c'est un film, en fait, qui nous porte à rêver. Donc, ça nous sort de notre condition humaine, et de voir qu'un homme qui avait rêvé d'accompagner des oiseaux migrateurs a réalisé son rêve de voler avec eux dans le ciel. C'est comme... Oui, c'est assez cohérent avec votre, tout à votre fait. option Ça va avec, d'accompagnante. Et dernière question, quel est votre héros, votre modèle, personnage réel ou fictif, c'est-à-dire ce qui représente pour vous un idéal humain qui vous inspire? On s'entend bien, là, réel ou fictif. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui n'est pas connu du grand public, mais vous allez nous dire pourquoi. Ça peut être un personnage de roman. Ça peut être un ancien politicien, peu importe. Toutes les catégories sont ouvertes, mais ici, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'identifier ce qu'on appelle en philosophie un parangon, un paragon de vertu. Une vision idéale d'une vie humaine réussie? Question très difficile à répondre. C'est pour ça que je les pose en dernier. En fait, moi, j'apprécie beaucoup les grands leaders spirituels, je dirais, pour leur vision élargie de la vie. J'apprécie, mais tu sais, ce que j'en prendrais? Tu sais, j'apprécie un homme comme le Dalai Lama qui va... tu sais, si je choisis... Mettons qu'on me dit je vais mourir dans 2 semaines et avec qui j'aimerais prendre un café... Voilà. Ben, ce serait le genre de personnage avec qui j'aimerais dialoguer. Oui. Ouais. Je pense au Dalai Lama, mais il y en a d'autres leaders spirituels là, de cet ordre-là, de m'asseoir avec quelqu'un qui a une vision élargie de la vie humaine, de voir plus large notre condition. Très intéressant votre réponse, puis j'ai le goût de glisser sur cette réponse en disant, on a parlé de l'accompagnement palliatif, des différents rôles, des accompagnants. Comment vous appréciez la dimension spirituelle, justement, dans l'accompagnement de la fin de vie? Bien, pour moi, c'est indissociable, là, dans le sens que je pense que l'être humain est un être spirituel. Donc, c'est comme... Ça fait partie de mon accompagnement. Et pour moi, il y a une très grande différence entre la religion et la spiritualité. Donc, accompagner la personne dans son essence, dans ce qu'elle est, ça fait partie de mon accompagnement, certainement. Dans leurs croyances. Je vais toujours porter une grande attention à ne pas apporter... Interférer dans leurs valeurs ou dans leur façon dans leur essence, dans leur croyance ou dans leur façon de voir la vie. Mais oui, la spiritualité en fait partie, c'est certain. Christiane Martel, on est déjà au bout de l'aventure. Ça a été un vrai plaisir de vous écouter, de partager cette expérience. On continuerait longtemps, mais il va falloir arrêter. Alors, merci beaucoup de vous être à toi, c'est un grand plaisir aussi. Ouais, c'est un plaisir partagé. Est-ce qu'on peut inscrire notre nom sur la liste pour être accompagné par des médecins comme vous en soins palliatifs? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Allez, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.
Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le Seigneur des Anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado On n'est pas du monde. Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.